Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis très heureux de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vert. Avant de commencer, installe-toi confortablement. Tu peux prendre un café, un thé, un chocolat chaud ou ta boisson préférée. Et n'oublie pas de quoi prendre quelques notes, un cahier, un stylo ou ton application préférée. Tu aimes la littérature française du XVIe siècle ou tu te prépares au bac? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir Étienne de la Boétie et son œuvre Discours de la servitude volontaire. Nous commencerons par quelques éléments essentiels de sa biographie, puis nous présenterons un résumé de l'œuvre. Nous analyserons ensuite ses principaux thèmes et nous réfléchirons à différentes problématiques possibles. Nous verrons également comment le texte s'inscrit dans le parcours, défendre et entretenir la liberté. Puisque le texte intégral est disponible en ligne, notamment sur Wikisource, nous sélectionnerons quelques passages et expressions particulièrement importants à retenir. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Enfin, nous observerons quelques procédés d'écriture, notamment les figures de style, avant de proposer d'autres œuvres littéraires à mettre en relation avec Discours de la servitude volontaire pour aller plus loin. Étienne de la Boétie, quelques éléments biographiques. Étienne de la Boétie naît en 1530 à Sarlat, dans le Périgord. Il grandit en pleine Renaissance et reçoit une solide formation humaniste, fondée notamment sur l'étude des auteurs grecs et latins. Il poursuit ensuite des études de droit à l'université d'Orléans. Très jeune, il commence une brillante carrière juridique et devient, en 1553, conseiller au Parlement de Bordeaux. C'est dans ce milieu qu'il rencontre Michel de Montaigne. Une profonde amitié naît entre les deux hommes et marquera durablement Montaigne, qui rendra plus tard hommage à la Boétie dans ses essais, notamment dans le chapitre « de l'amitié ». Parallèlement à sa carrière de magistrat, la Boétie mène une activité intellectuelle et littéraire importante. Humaniste, poète et traducteur de textes antiques, il s'intéresse notamment aux questions de liberté, d'autorité et de pouvoir. Son œuvre la plus célèbre est le Discours de la servitude volontaire, également connu sous le titre Contraint. Écrit dans sa jeunesse, ce texte développera une réflexion particulièrement originale sur les mécanismes qui conduisent les hommes à accepter leur propre soumission. La Boétie meurt en 1563, à l'âge de 32 ans. Malgré une vie très courte, la Boétie laisse une œuvre majeure, dont le Discours de la servitude volontaire, qui lui assure une place durable dans l'histoire de la littérature et de la pensée politique. Le Discours de la servitude volontaire, présentation et résumé. La date exacte de rédaction du Discours de la servitude volontaire, également connu sous le titre Contraint, reste incertaine. Selon Montaigne, la Boétie l'aurait composé très jeune, à l'âge de 16 ou 18 ans. Les recherches modernes invitent toutefois à rester prudent et envisagent une rédaction qui aurait pu évoluer au cours de plusieurs années, entre la fin des années 1540 et les années 1550. La Boétie meurt en 1563 sans avoir publié son discours. Le texte circule cependant sous forme manuscrite. En 1574, des fragments paraissent en latin puis en français. La première publication intégrale en français intervient quelques années plus tard, généralement datée de 1576. Sa publication s'inscrit alors dans le contexte particulièrement troublé des guerres de religion. Dans ce court texte argumentatif, la Boétie s'interroge sur une situation qui lui paraît paradoxale. Comment un homme seul peut-il exercer son pouvoir sur des milliers, voire des millions d'autres hommes? Pour répondre à cette question, il renverse la manière habituelle d'envisager la tyrannie. Le tyran n'est pas puissant uniquement parce qu'il impose sa volonté par la force. Son pouvoir existe aussi parce qu'une multitude d'hommes continue à lui obéir et contribue ainsi, directement ou indirectement, à maintenir son autorité. La Boétie cherche alors à comprendre comment une telle situation peut durer. Les hommes sont naturellement libres, mais ils peuvent progressivement s'éloigner de cette liberté. Lorsqu'ils grandissent dans un système fondé sur l'obéissance, ils s'habituent à leurs conditions au point de ne plus toujours désirer ce qu'ils n'ont jamais véritablement connu. Cette domination est également entretenue par différents moyens. Le pouvoir peut séduire le peuple par les divertissements et les avantages qu'il lui accorde. Il peut aussi construire autour du tyran une image susceptible d'impressionner ceux qui lui obéissent. Surtout, le tyran n'exerce pas seul son pouvoir. Autour de lui se constitue progressivement tout un réseau d'hommes qui trouvent un intérêt personnel à le servir. Quelques proches bénéficient de sa faveur et, à leur tour, s'appuient sur d'autres personnes. La domination se propage ainsi à travers une véritable chaîne de dépendance. La réflexion de la Boétie aboutit finalement à une conclusion essentielle. Si le tyran tire une grande partie de sa puissance de ceux qui le servent, les hommes possèdent eux-mêmes le moyen de retrouver leur liberté. Il ne s'agit pas nécessairement de combattre le tyran par la violence, mais de cesser de contribuer à son pouvoir. Le discours de la servitude volontaire place donc le lecteur devant une question fondamentale. Comment préserver sa liberté lorsque l'habitude, les intérêts et les mécanismes du pouvoir peuvent conduire l'être humain à participer lui-même à sa propre soumission? Les thèmes principaux du discours de la servitude volontaire.
1. La liberté. La liberté constitue le point de départ et l'horizon de toute la réflexion de la Boétie. Elle est présentée comme un état naturel de l'être humain, les hommes ne sont pas destinés à vivre sous la domination d'un maître. Le discours cherche donc à comprendre comment ils peuvent renoncer à un bien qui appartient à leur propre nature. La liberté n'est toutefois pas seulement un droit, elle suppose également une volonté de la préserver et de ne pas participer soi-même à sa disparition. 2. La tyrannie et le pouvoir. La Boétie s'interroge sur la nature du pouvoir tyrannique et, surtout, sur son apparente puissance. Le tyran est un seul homme face à une multitude. Il ne possède donc pas, par lui-même, les moyens nécessaires pour dominer tout un peuple. Son pouvoir repose en grande partie sur les forces que les autres mettent à sa disposition. La tyrannie apparaît ainsi moins comme l'expression de la puissance exceptionnelle d'un homme que comme un système rendu possible par ceux qui le soutiennent. 3. La servitude volontaire et le consentement. C'est le paradoxe fondamental de l'œuvre. La Boétie ne cherche pas seulement à expliquer pourquoi les hommes sont dominés, mais pourquoi ils continuent parfois à servir lorsqu'ils pourraient cesser de le faire. Le peuple participe alors, volontairement ou progressivement, au maintien du pouvoir qui le prive de sa liberté. La notion de consentement devient ainsi essentielle. La domination ne dépend pas uniquement de celui qui commande, mais également de ceux qui acceptent de lui obéir. 4. L'habitude et l'éducation. La coutume permet d'expliquer comment une servitude initialement imposée peut devenir durable. Les générations qui naissent sous la domination n'ont pas nécessairement connu la liberté et finissent par considérer leur situation comme normale. L'éducation et les habitudes acquises peuvent ainsi transformer la perception que l'être humain a de sa propre condition. La Boétie oppose alors implicitement la nature, qui conduit vers la liberté, à la coutume, qui peut apprendre à accepter la dépendance. 5. Les mécanismes de maintien de la domination. La tyrannie ne se maintient pas seulement grâce à la contrainte. La Boétie montre que le pouvoir dispose de nombreux moyens pour obtenir ou conserver l'obéissance, les divertissements, les récompenses, les avantages matériels, les croyances qui entourent la personne du tyran, mais aussi les intérêts individuels. La domination devient ainsi un véritable système social et politique capable d'entretenir lui-même la servitude. 6. L'intérêt personnel et la chaîne de dépendance. La Boétie accorde une importance particulière à ceux qui tirent profit du pouvoir tyrannique. Autour du tyran se constitue progressivement une hiérarchie d'individus qui bénéficient de sa domination et contribuent, en échange, à la maintenir. Cette chaîne explique comment le pouvoir d'un seul peut s'étendre à une société entière, chacun peut devenir à la fois serviteur d'un supérieur et instrument de domination sur d'autres. La servitude n'est donc plus seulement une relation entre le tyran et le peuple, elle devient un réseau fondé sur la dépendance et l'intérêt. Problématiques possibles autour du discours de la servitude volontaire. À partir des principaux thèmes de l'œuvre, plusieurs problématiques peuvent être envisagées. Elles permettent d'étudier le texte sous des angles différents tout en mettant en relation la liberté, la tyrannie, l'obéissance et les mécanismes du pouvoir. 1. Comment la Boétie explique-t-il le paradoxe de la servitude volontaire ? Cette problématique se trouve au cœur même du discours. La Boétie part d'une contradiction. L'être humain est naturellement libre, mais des peuples entiers acceptent pourtant de servir un seul homme. Ils cherchent alors à comprendre comment cette situation devient possible. La réponse ne repose pas sur une cause unique. La contrainte peut expliquer l'apparition de la servitude, mais elle ne suffit pas à expliquer sa durée. L'habitude, l'éducation, les avantages accordés par le pouvoir et les intérêts personnels contribuent progressivement à transformer l'obéissance en comportement accepté. La servitude volontaire apparaît donc comme le résultat d'un processus par lequel les hommes finissent par participer eux-mêmes au système qui les domine. 2. Dans quelle mesure le pouvoir du tyran dépend-il de ceux qui lui obéissent ? Cette problématique permet d'étudier le renversement essentiel opéré par la Boétie. Au lieu de présenter le tyran comme un homme tout-puissant, l'auteur souligne sa faiblesse fondamentale, il n'est qu'un individu face à une multitude. Sa puissance lui vient donc en grande partie des autres. Le peuple lui fournit les moyens de gouverner, tandis que ceux qui l'entourent participent directement au maintien de son autorité. La Boétie déplace ainsi la réflexion du tyran vers ceux qui le servent. Le pouvoir politique apparaît comme une relation qui ne peut se maintenir sans relais, soutien et obéissance. 3. Comment l'habitude transforme-t-elle la contrainte en servitude volontaire ? La Boétie distingue implicitement deux moments. Une domination peut commencer par la force ou par la tromperie, mais les générations suivantes naissent dans un monde où cette domination existe déjà. Elles n'ont donc pas nécessairement l'expérience d'une autre manière de vivre. La coutume joue alors un rôle décisif. Ce qui était initialement imposé finit par paraître normal. Les hommes peuvent ainsi confondre ce qu'ils connaissent depuis leur naissance avec leurs conditions naturelles. Cette problématique permet donc de montrer que la servitude ne se maintient pas seulement par la violence, elle s'installe aussi dans les comportements, les représentations et l'éducation. 4. Comment la Boétie oppose-t-il la liberté naturelle de l'homme au mécanisme de la domination ? Cette problématique met en relation deux mouvements opposés du texte. D'un côté, la Boétie affirme que les hommes sont naturellement libres et égaux.
De l'autre, il constate que des mécanismes politiques et sociaux peuvent les éloigner progressivement de cette condition. La domination apparaît alors comme une déformation de l'ordre naturel. L'habitude affaiblit le désir de liberté, tandis que les divertissements, les récompenses, les croyances et les avantages contribuent à consolider l'obéissance. Le discours montre ainsi la tension entre une liberté qui appartient à la nature humaine et tout ce qui peut conduire l'homme à l'oublier. 5. Comment la tyrannie devient-elle, chez la Boétie, un véritable système de dépendance? Cette problématique permet de dépasser l'opposition trop simple entre un tyran et un peuple. Le pouvoir ne fonctionne pas uniquement de manière verticale, avec un homme qui imposerait directement sa volonté à tous les autres. Autour du tyran se constitue une chaîne d'individus qui retirent des avantages de leur proximité avec le pouvoir. Ces personnes en entraînent d'autres dans le système et contribuent ainsi à diffuser la dépendance à différents niveaux de la société. La tyrannie devient donc un réseau dans lequel les intérêts particuliers assurent la stabilité du pouvoir. 6. En quoi le refus de servir constitue-t-il, pour la Boétie, une voie vers la liberté? Cette problématique permet de s'intéresser à l'issue proposée par le discours. Si le pouvoir du tyran dépend de l'obéissance et du soutien des hommes, retrouver la liberté ne suppose pas nécessairement de lui opposer une force plus grande. La Boétie propose un renversement beaucoup plus radical, ne plus alimenter le pouvoir qui opprime. Lorsque les hommes cessent de soutenir le tyran, celui-ci perd ce qui faisait sa puissance. La liberté dépend donc également d'une décision des individus, refuser de participer à leur propre soumission. C'est le sens de la célèbre injonction « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres ». 7. Comment le discours de la servitude volontaire fait-il du peuple à la fois la victime et l'acteur de sa propre servitude? Cette problématique est particulièrement intéressante parce qu'elle introduit une tension. Le peuple subit les conséquences de la tyrannie, perte de liberté, exploitation et dépendance. Pourtant, la Boétie insiste également sur sa participation au fonctionnement du système. Cette responsabilité ne signifie pas que tous les hommes choisissent librement et consciemment leur servitude. Le texte montre précisément le rôle de l'habitude, de la séduction et des intérêts. Le peuple apparaît donc dans une position paradoxale. Victime d'un pouvoir qui le domine, il contribue néanmoins à lui fournir les moyens de durer. 8. Comment la Boétie transforme-t-il une réflexion sur la tyrannie en une défense de la liberté? Cette dernière problématique permet une lecture plus globale de l'œuvre et prépare particulièrement bien le parcours, défendre et entretenir la liberté. Le discours ne se limite pas à dénoncer le tyran. En analysant les causes de l'obéissance, la Boétie cherche aussi à montrer les conditions nécessaires à la conservation ou à la reconquête de la liberté. Comprendre les mécanismes de la servitude devient ainsi une manière de s'en protéger. La défense de la liberté passe par la conscience, la volonté et le refus de soutenir ce qui la détruit. Le parcours, défendre et entretenir la liberté. Le discours de la servitude volontaire s'inscrit pleinement dans le parcours, défendre et entretenir la liberté, car la Boétie ne se contente pas de condamner la tyrannie. Il cherche surtout à comprendre comment la liberté peut disparaître, mais aussi comment elle peut être préservée ou retrouvée. Défendre la liberté, c'est d'abord rappeler qu'elle appartient naturellement à l'être humain. Pour la Boétie, les hommes naissent libres et ne sont pas destinés à vivre sous la domination d'un maître. La tyrannie constitue donc une situation contraire à leurs conditions naturelles. Mais défendre la liberté suppose également de comprendre ce qui la menace. La Boétie analyse les mécanismes qui permettent au pouvoir tyrannique de se maintenir, l'habitude de l'obéissance, les divertissements, les récompenses, les croyances, les avantages accordés à certains et surtout le réseau d'intérêts qui se construit autour du tyran. Identifier ces mécanismes permet déjà de mieux leur résister. La liberté dépend aussi de la responsabilité des individus. Le tyran ne possède pas seul sa puissance, il la reçoit en grande partie de ceux qui acceptent de le servir. C'est pourquoi la Boétie invite les hommes à cesser de participer à leur propre servitude. Défendre la liberté signifie alors refuser de soutenir le pouvoir qui la détruit. Cependant, le parcours ne consiste pas seulement à défendre la liberté, il faut aussi l'entretenir. La liberté n'est pas définitivement acquise. L'habitude peut progressivement faire accepter la dépendance et conduire les hommes à oublier leurs conditions naturelles. Rester libre exige donc une forme de vigilance, il faut reconnaître les mécanismes de domination avant qu'ils ne deviennent ordinaires. C'est ici que l'amitié prend une dimension particulièrement intéressante. À la fin du discours, la Boétie oppose implicitement la véritable amitié aux relations qui existent autour du tyran. Dans un système tyrannique, les hommes sont unis par l'intérêt, la faveur, la crainte et la dépendance. Ces relations sont fragiles, car elles reposent sur l'inégalité et sur la recherche d'un avantage personnel. La véritable amitié repose au contraire sur la confiance, l'estime et l'égalité entre les individus. Elle ne peut donc véritablement se développer dans un système fondé sur la domination. L'amitié devient ainsi une autre manière de penser les relations humaines, non plus comme une hiérarchie entre celui qui commande et celui qui obéit, mais comme un lien entre des êtres libres.
Le parcours, défendre et entretenir la liberté, permet donc de lire le discours dans un double mouvement. Défendre la liberté, c'est refuser la servitude et les mécanismes qui la rendent possible. Entretenir la liberté, c'est rester vigilant, préserver son indépendance et construire des relations humaines qui ne reposent ni sur la domination ni sur l'intérêt. La Boétie nous conduit ainsi à comprendre que la liberté ne dépend pas seulement de l'absence d'un tyran. Elle dépend aussi de la manière dont les hommes choisissent de vivre ensemble et des relations qu'ils établissent entre eux. Quelques passages et expressions à retenir. Puisque le texte intégral du discours de la servitude volontaire est disponible en ligne, retenons 2 passages particulièrement représentatifs de la pensée de la Boétie, ainsi que 4 expressions essentielles. Premier passage, le paradoxe de la servitude volontaire. La Boétie s'interroge sur la puissance apparemment incompréhensible d'un seul homme face à tout un peuple. Tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul. Ce passage nous ramène à la question fondamentale du discours. La disproportion entre un tyran seul et la multitude des hommes, des villes et des nations rend la domination paradoxale. La Boétie invite ainsi son lecteur à ne plus considérer la tyrannie comme une situation évidente, mais comme un phénomène qu'il faut expliquer. Le passage est également intéressant par sa construction. L'accumulation, tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, amplifie progressivement l'importance du nombre et souligne, par contraste, l'isolement du tyran. Deuxième passage, retrouver la liberté. Plus loin, la Boétie formule l'une des idées les plus célèbres de son œuvre. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Cette phrase condense presque à elle seule la réponse apportée au paradoxe initial. Puisque le tyran reçoit une grande partie de sa puissance de ceux qui le servent, il n'est pas nécessaire, selon la Boétie, de lui opposer une violence supérieure. Il faut cesser de soutenir son pouvoir. Le passage est donc essentiel pour comprendre à la fois le titre discours de la servitude volontaire et le parcours, défendre et entretenir la liberté. La liberté apparaît ici comme quelque chose que les hommes peuvent retrouver par leur propre volonté et par leur refus de participer à la servitude. 4 expressions à retenir. 1. La victoire de la liberté sur la domination. Cette opposition résume l'un des grands enjeux du texte. La Boétie met face à face 2 principes incompatibles, la liberté et la domination. L'expression montre également que la liberté possède une force propre lorsqu'elle est véritablement défendue. 2. Le peuple qui s'asservit. L'expression traduit toute la force du paradoxe de la servitude volontaire. Le verbe pronominal s'asservir déplace une partie de la responsabilité vers le peuple lui-même, il ne fait pas uniquement l'objet de la domination, il contribue aussi à son maintien. 3. Nous sommes naturellement libres. Cette formule résume le fondement anthropologique de la réflexion de la Boétie. La liberté appartient à la nature humaine. La servitude apparaît donc comme une situation acquise, construite et contraire à cette nature. Cette idée permet aussi de comprendre pourquoi l'habitude joue un rôle aussi important dans le discours. 4. Compagnon ou plutôt, frère. Cette dernière expression mérite d'être retenue parce qu'elle complète la réflexion politique par une réflexion sur les relations humaines. La nature n'a pas créé certains hommes pour commander et d'autres pour servir, elle les a faits pour se reconnaître comme compagnons et comme frères. Cette conception permet également de revenir à l'amitié. Elle oppose aux relations hiérarchiques de la tyrannie une communauté fondée sur la proximité, la réciprocité et l'égalité entre les hommes. Elle constitue ainsi un excellent lien avec l'idée d'entretenir la liberté. Quelques procédés d'écriture à retenir. Le discours de la servitude volontaire est un texte argumentatif, mais la Boétie ne cherche pas seulement à convaincre par ses idées. Il utilise également de nombreux procédés d'écriture pour interpeller son lecteur, rendre son raisonnement plus frappant et donner davantage de force à sa défense de la liberté. Nous allons en retenir 4. Si tu souhaites revoir les différentes figures de style, tu trouveras dans la description les liens vers nos vidéos consacrées à ce sujet. 1. L'accumulation, tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations. La succession des groupes construits de la même manière donne une impression d'amplification. La Boétie élargit progressivement son regard, des hommes aux nations entières. Cette accumulation souligne surtout la disproportion entre cette immense multitude et un tyran seul. Elle renforce ainsi le paradoxe qui se trouve au cœur du discours. 2. L'antithèse, non pas obéir, mais servir. Non pas être gouverné, mais tyranniser. La Boétie construit ici 2 oppositions parallèles. Obéir, servir et être gouverné, être tyrannisé. Il distingue ainsi un pouvoir politique légitime d'une domination qui prive les hommes de leur liberté. L'antithèse accentue la violence de la situation dénoncée et permet au lecteur de percevoir immédiatement la différence entre gouvernement et tyrannie. 3. La question rhétorique. Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par vous? La question n'attend pas véritablement de réponse, celle-ci est déjà contenue dans sa formulation. Le tyran possède du pouvoir parce que les hommes le lui donnent. En s'adressant directement à eux, la Boétie oblige son lecteur à réfléchir à sa propre responsabilité dans le maintien de la domination.
La question rhétorique devient ainsi un véritable instrument de persuasion. 4. La comparaison. La Boétie compare le pouvoir du tyran à un feu que l'on continue d'alimenter avec du bois. Plus on lui donne de combustible, plus il devient puissant. Si l'on cesse de l'alimenter, il finit par s'éteindre. Cette image concrète rend immédiatement compréhensible une idée politique abstraite. Le tyran se renforce grâce à ce que les hommes lui donnent. Cesser de le servir revient donc à retirer au pouvoir ce qui lui permet de subsister. La comparaison transforme ainsi le raisonnement politique en une image simple que le lecteur peut facilement retenir. Ces 4 procédés montrent que l'écriture de la Boétie participe pleinement à son argumentation. L'accumulation amplifie, l'antithèse oppose, la question rhétorique interpelle et la comparaison rend le raisonnement concret. Les figures de style ne sont donc pas de simples ornements, elles contribuent à convaincre le lecteur et à donner toute sa force au plaidoyer en faveur de la liberté. Pour aller plus loin, quelques œuvres à mettre en relation avec le discours. 1. Montesquieu, Lettres persanes, 1721. Dans les Lettres persanes, Montesquieu porte un regard critique sur les formes de pouvoir et sur les rapports de domination. L'épisode des troglodytes permet notamment de réfléchir aux conditions nécessaires pour construire et préserver une société libre. Le rapprochement avec la Boétie est particulièrement intéressant. Les 2 auteurs montrent que la liberté dépend non seulement des institutions ou de celui qui gouverne, mais également du comportement des individus. Une société libre ne peut donc exister durablement sans responsabilité collective. 2. Victor Hugo, Les Châtiments, 1853. Dans ce recueil poétique, Victor Hugo dénonce le pouvoir autoritaire de Napoléon III après le coup d'État de 1851. La littérature devient une arme politique. Le poète condamne la tyrannie, cherche à éveiller les consciences et refuse le silence face à l'oppression. Le rapprochement avec le discours permet ainsi d'étudier 2 manières de défendre la liberté par l'écriture. La Boétie analyse les mécanismes qui permettent à la domination de s'installer, tandis que Hugo utilise directement la parole poétique pour la combattre. 3. Albert Camus, L'homme révolté, 1951. Dans L'homme révolté, Camus s'interroge sur la révolte de l'être humain face à l'oppression et à l'injustice. La révolte naît au moment où l'individu refuse d'accepter une situation qu'il juge intolérable et affirme l'existence d'une limite que le pouvoir ne doit pas franchir. Le rapprochement avec le discours de la servitude volontaire permet ainsi d'étudier le refus de la soumission comme affirmation de la liberté. La Boétie invite les hommes à ne plus soutenir le pouvoir qui les a servis, tandis que Camus analyse le moment où l'homme dit « non » à ce qui l'opprime. Chez les 2 auteurs, la liberté implique donc une prise de conscience et un refus, mais Camus approfondit cette réflexion en s'interrogeant également sur les limites de la révolte et sur la nécessité de ne pas transformer la lutte contre l'oppression en une nouvelle forme de domination. 4. Eugène Ionesco, Rhinocéros, 1959. Dans Rhinocéros, les habitants d'une ville se transforment progressivement en rhinocéros. Derrière cette situation absurde, Ionesco interroge notamment le conformisme, l'adhésion collective à une idéologie et la difficulté de résister lorsque la majorité accepte progressivement ce qui paraissait auparavant inadmissible. Le lien avec le discours de la servitude volontaire est particulièrement fort. Dans les 2 œuvres, l'individu peut finir par accepter une situation de domination parce qu'elle devient habituelle ou collective. Mais Rhinocéros met aussi en valeur la possibilité du refus. Béranger choisit finalement de ne pas suivre les autres. Son attitude peut ainsi être rapprochée de l'appel de la Boétie à cesser de servir pour rester ou redevenir libre. Ces 4 œuvres permettent donc de prolonger 4 dimensions différentes du discours. Montesquieu, la construction et la préservation de la liberté. Hugo, sa défense par la parole. Camus, la révolte face à l'oppression. Ionesco, le conformisme et le refus de se soumettre. Et voilà, notre analyse du discours de la servitude volontaire s'achève ici. Mais certaines œuvres ne se contentent pas de nous raconter ou de nous expliquer quelque chose, elles continuent à nous interroger bien après leur lecture. Celle de la Boétie en fait partie. Et avant de nous quitter, je te laisse avec une question. La liberté est-elle quelque chose que l'on possède, ou quelque chose que l'on doit apprendre à préserver? À toi maintenant de poursuivre la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.